Bienvenue sur Un air de RH, le podcast 100% dédié aux professionnels RH et aux dirigeants d'entreprise, imaginé par les éditions Tissot et Culture RH. Je suis Élodie Clarion et je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode. Dans ce podcast, des professionnels partageront avec nous des solutions qu'ils ont trouvées et mises en place pour faciliter l'application du droit du travail au sein de l'entreprise au bénéfice des salariés. Il y a 2 ans maintenant, nous avions abordé sur cette chaîne la thématique de l'impact de la crise sanitaire sur la formation professionnelle. Lors de ce podcast, nous avions accueilli Claire Pascal, vice-présidente de la Fédération de la formation professionnelle et DG de Comundi, qui nous avait fait faire un tour d'horizon de la formation en pleine période de Covid-19. 2 ans après, et alors que pour beaucoup d'entreprises, le plan de développement des compétences est un sujet actuellement au centre de l'attention, nous vous proposons de faire un état des lieux de la formation professionnelle en 2022. Nous verrons, avec du recul cette fois-ci, quel a réellement été l'impact de la crise sanitaire sur la formation professionnelle. Nous verrons également comment la formation peut être une réponse à un nouveau phénomène post-crise, la grande démission. Et pour ce nouvel épisode, c'est une nouvelle fois Claire Pascal qui nous fera l'honneur de répondre à nos questions. Bonne écoute! Bonjour Claire, Bonjour. merci d'avoir accepté à nouveau de nous rejoindre sur un air de RH. Alors, même si vous vous étiez déjà prêté au jeu la première fois, je vais vous demander de vous présenter, notamment pour nos nouvelles et nouveaux auditeurs. Alors, je suis Claire Pascal, je suis directrice générale de Comundi, qui est une entreprise de formation continue à destination des salariés des secteurs privés, mais aussi des agents du secteur public. Et je suis également vice-présidente des acteurs de la compétence, qui est la fédération professionnelle de la formation en France, et qui me donne l'occasion d'avoir des visions un petit peu plus larges sur le secteur de la formation d'une manière générale dans son amplitude, à savoir les différents pans de la formation professionnelle. Et puis, je suis également maire adjoint en charge des ressources humaines d'une collectivité des Hauts-de-Seine. Très bien, merci beaucoup. Alors, il y a 2 ans, vous nous parliez du plan de développement des compétences qui était mis en place par les entreprises dans un climat d'incertitude complète. Dans quel état d'esprit est-il créé cette année? Alors, il faut savoir que le plan de développement de compétences, par rapport au plan de formation tel qu'il était auparavant élaboré, est un plan qui est libre. Donc ça veut dire que les entreprises s'en servent pour, disons, compiler l'ensemble des dispositifs de formation, de montée en compétences qu'elles mettent en place au niveau, de leurs salariés, avec, des dimensions soit d'intégration, soit de maintien des compétences, soit de changement de compétences, hein. On est beaucoup aujourd'hui dans de la reconversion professionnelle, même au sein même des entreprises, hein, les métiers évoluent très rapidement. Et donc, ce plan de développement de compétences, il est complètement libre et puis il intègre un grand nombre de dispositifs. Ce qui est, j'allais dire, il s'installe par rapport à quand on en a parlé il y a 2 ans, où c'était vraiment le début de la loi Avenir professionnel avec ces changements importants qui l'ont caractérisé. Et donc, on est vraiment dans une conception beaucoup plus large de la notion de développement de compétences qui intègre bien sûr aussi tous les dispositifs dont on parlera plus tard, à savoir à distance ou digitaux, etc. Alors, le contexte économique aujourd'hui, vous le connaissez, c'est un contexte économique qui est tendu avec des faibles visibilités pour les entreprises, contexte de crise énergétique, contexte d'inflation, des prévisions de récession en France. Donc, on voit bien que c'est un contexte économique qui ne donne pas beaucoup de marge de manœuvre. Et donc, du coup, voilà, les entreprises sont dans un climat d'incertitude et donc sont dans une grande prudence du fait de ce qu'elles vont pouvoir investir en matière de formation. Je rappelle que suite à la loi Avenir professionnel de 2019, les entreprises de 50 à 300 salariés qui avaient des dispositifs de mutualisation ont vu ces dispositifs
se terminer et ils ont été remplacés par une contribution formation, hein, qui est payable, qui est payée par l'ensemble des entreprises à l'URSSAF et qui, sanctuarise, mais alors qui ne permet pas de droit de tirage, des budgets, pour financer les dispositifs fléchés de politique publique de l'emploi. Donc ça veut dire que les entreprises aujourd'hui, elles ont, j'allais dire un poids, dans leur masse salariale, un poids de la contribution à la formation, mais ce qui se met en place dans leur propre entreprise, à date, n'est pas sanctuarisé et donc forcément, il est plus exposé. Alors, le contexte économique, c'est un contexte compétence, j'allais dire, qui est extrêmement tendu. Vous avez tous entendu les difficultés, de recrutement. Vous avez entendu bien sûr la difficulté d'attirer des nouveaux talents, de fidéliser les collaborateurs. Nous sommes aussi dans un contexte de pyramide des âges où il y a des forts départs à la retraite, surtout avec des possibilités d'évolution du dispositif de départ à la retraite. Souvent, ça déclenche des départs à la retraite un peu anticipés. Et donc, tout ça fait que l'entreprise, en parallèle de son contexte économique qui est tendu, elle a un contexte compétence qui est tendu lui aussi, puisqu'il y a un vrai risque de perte de compétences si elle ne fait pas attention à la manière dont elle peut capitaliser en interne ses compétences avec le départ des seniors, et avec le turnover accru que l'on constate aujourd'hui au sein de l'ensemble des entreprises. Mmh. Et vous évoquiez également les coupes budgétaires dans les entreprises qui avaient un impact sur les budgets formation. Est-ce que c'est, toujours le cas? Alors oui, bien sûr, c'est toujours le cas. Vous savez, donc comme je vous expliquais, cette fameuse contribution formation, elle s'applique sur la masse salariale et elle représente à peu près ce que les entreprises pouvaient sanctuariser avant la loi Avenir professionnel. Alors, pour les grandes entreprises de plus de 300 salariés, ce dispositif était déjà mis en place depuis la loi de 2015. Mais c'est les entreprises qui sont entre 50 et 300 salariés, elles ont connu ce changement de dispositif en 2019 et donc, la formation est devenue une dépense qui n'est plus sanctuarisée. Donc, du coup, quand on a des contextes économiques tels qu'on connaît actuellement, on a des coupes budgétaires qui s'opèrent de manière beaucoup plus simple que ce qu'on avait avant. Parce qu'avant, on ne pouvait pas couper puisque la formation était sanctuarisée. On devait contribuer de manière uniforme en pourcentage de masse salariale et cet argent-là, on pouvait l'utiliser. Donc, la formation j'allais dire, de dispositifs contracycliques, puisque elle permettait, de toute façon, étant sanctuarisée, elle permettait aussi aux entreprises de former leurs collaborateurs dans des périodes qui étaient moins fastes pour préparer la reprise. Là, elle est devenue cyclique, ça veut dire que quand les entreprises ont des marges de manœuvre, elles vont investir, et quand elles n'en ont plus, elles peuvent couper la formation au même titre que la communication, au même titre que les études, etc. Donc oui, on a ce système-là qui continue, et notamment dans ce contexte actuel où la visibilité en termes économiques est assez faible. Alors après, c'est devenu cyclique, ça veut dire aussi que ça monte et ça redescend. On a connu après la crise Covid un retour, j'allais dire, d'un niveau d'investissement. Mais en fait, si vous voulez, c'est qu'on a maillé, il y a eu un maillage conjoncturel entre cette fameuse crise Covid et la loi 2019 qui fait que les deux se sont cumulés pour peser en fait sur le niveau d'investissement des entreprises. Et donc, on n'a pas retrouvé le niveau d'investissement en compétences d'avant la crise du fait plus de la loi 2019 plutôt que de la crise Covid, puisque on a eu une reprise. Donc là, on est les entreprises anticipent plutôt des difficultés économiques en cette fin d'année et jusqu'au premier semestre 2023. Et donc forcément, les coupes budgétaires, elles existent. Et malheureusement, elles existent, j'allais dire, dans un contexte où il ne faudrait pas qu'il y en ait, puisqu'il y a vraiment des risques de perte en compétences importants au sein des entreprises. Et votre troisième impact était lié à la digitalisation des formations synchrones et asynchrones du fait de l'impératif distanciel. Est-ce que vous avez des chiffres sur l'évolution de la part du distanciel dans les formations en 2022? Ou est-ce que les entreprises, sont revenues à des formations, on va dire plutôt classiques, post-crise? Alors, en fait, il ne faut pas confondre le distanciel et le digital. Le distanciel, c'est vraiment les dispositifs. Aujourd'hui, j'ai plutôt tendance à parler du synchrone et de l'asynchrone. Le synchrone, c'est lorsque vous êtes avec un formateur en même temps sur un dispositif. Donc, en synchrone, on peut être en présentiel ou en distanciel. Et puis, le digital, où vous êtes
seul face à votre parcours de formation, digitale et là, on parle de asynchrone puisque vous n'avez pas de formateur et vous allez pouvoir le retrouver, mais de manière synchrone, mais ponctuelle par rapport à votre parcours. Alors sur l'impact, clairement l'impact de la crise Covid a été une augmentation très forte du distanciel, puisque de toute façon, on ne pouvait pas tellement faire autrement. Alors ce distanciel-là, à date, a reflué de manière significative parce que les participants et nos clients demandent de plus en plus de revenir à des formations présentielles avec pour eux, et ils ont raison certainement, un impact, j'allais dire, personnel à la formation. Quand on est en formation, il y a des rencontres, il y a vraiment des éléments, j'allais dire, presque irrationnels qui rentrent en ligne de compte, hein, qui sont des éléments émotionnels presque. Hein, et donc que le distanciel, j'allais dire, ne favorise pas complètement. Et donc, il y a une vraie demande de retour à la formation présentielle. On garde quand même, j'allais dire, on revient sur un système où on garde une partie en distanciel pour des tas de raisons. Alors, on va très certainement aussi avoir, j'allais dire, ce gros tiers que j'estime gros tiers qui peut presque être parfois à 50% en distanciel, pourrait être alimenté par la prise de conscience des politiques ou des stratégies de sobriété énergétique, à savoir éviter de faire des déplacements, notamment pour les collaborateurs qui peuvent venir en formation inter. Et donc, on pourrait considérer que ce distanciel, il va pas disparaître maintenant. Il est devenu, je veux dire, il s'est installé comme un élément qui est quand même un élément de facilitation. Et même si pédagogiquement, tout le monde n'est pas ultra satisfait parce que c'est inhérent à l'organisation même de ces formations distancielles, on voit qu'il y a un maintien quand même distanciel à un niveau bien moindre que suite à la crise Covid, mais qui reste et qui s'installe comme une modalité qui répond à des éléments, des impératifs pratiques, qui peut répondre, comme je le disais, à des impératifs aussi, je veux dire, écologiques, hein, parce qu'on évite de faire des déplacements, on ne déplace pas les formateurs non plus. Donc, voilà. Donc, on garde ce distanciel. En ce qui concerne le digital, c'est une tendance de fond qui existe, qui était bien avant la crise Covid, qui est une tendance qui est, j'allais dire, qui est très plébiscitée par les entreprises, mais dans le sens où elle s'articule avec des moments de formation synchrone, alors soit en présentiel, soit en distanciel, avec un formateur, parce qu'on s'aperçoit que, et on le sait depuis longtemps, mais on le dit aujourd'hui de manière un peu plus claire, que quand vous mettez un participant devant un dispositif de formation digitale sans accompagnement, 90% des participants ne finissent pas la formation. Donc, on a vraiment besoin que le digital, pour qu'il existe et qu'il ait une vraie pertinence pédagogique et qui s'installe comme un outil réel de progrès, s'inscrive dans une logique blended. Alors, on peut avoir déjà, dire, des éléments de contrainte. Vous êtes obligé d'aller jusqu'à un certificat qui va valider votre compétence, mais le fait est que l'impact pédagogique et l'impact opérationnel pour les participants est quand même moins important. Donc, il faut vraiment le mailler avec des logiques blended learning. On a quand même une logique B2B, donc des entreprises avec une utilisation du digital dans une vraie logique blended et une utilisation B2C du digital plus importante parce que c'est plus simple. Et donc, du coup, il y a deux logiques un peu différentes. Néanmoins, on sait que pour une efficacité plus importante, il faut vraiment être sur des dispositifs qui mixent le synchrone et l'asynchrone. Oui, finalement, c'est ça la conclusion. Absolument, oui. Et plus globalement, quels sont les formats les plus recherchés par les entreprises en 2022? Est-ce que vous avez constaté des innovations? Alors, en termes d'innovation, enfin en termes de grandes tendances, on est aujourd'hui sur un sujet, sur on vit des moments aussi de transformation de transformation du monde du travail, de la sociologie du travail. Donc, on a beaucoup de demandes qui sont beaucoup de demandes sur la partie management, parce que on a aussi le management, c'est l'élément clé de la préservation et de la gestion des compétences des entreprises. On a de moins en moins, mais c'est normal parce que c'est des choses qui commencent à s'installer. On a moins de management hybride parce qu'aujourd'hui, les collaborateurs, les managers commencent à s'approprier cette modalité. Beaucoup de demandes en soft skills, hein, on parle beaucoup des soft skills, mais
ça, c'est vraiment une demande qui est importante, c'est une demande qui va continuer à être importante. Pourquoi? Parce que dans un contexte où on a des compétences métiers qui, elles, sont de plus en plus obsolètes rapidement, le socle de compétences qui permet en fait d'ancrer des nouvelles compétences métiers, c'est bien ces compétences en soft skills qui sont devenues des compétences socles. Voilà. Donc avant, on considérait que les compétences métiers étaient des compétences socles et que derrière, pour pouvoir être plus efficace, on pouvait rajouter des compétences en soft skills. À date, il y a eu un effet d'inversement en fait de la logique parce que j'allais dire la volatilité des compétences métiers fait que ce sont les compétences transversales qui finalement sont les plus recherchées par les recruteurs et les entreprises. Sans bien sûr minimiser l'importance de la compétence technique des collaborateurs, mais qui, elle, j'allais dire, s'entretient et éventuellement se dégrade rapidement. Alors la troisième tendance qui est importante et qu'on voit beaucoup, c'est une tendance de demande de la certification. Alors ce qui est intéressant, c'est que la certification j'allais dire, des dispositifs qui étaient assez peu demandés, qui étaient très peu demandés jusqu'à la mise en place du CPF, du compte personnel de formation financé. Et on s'aperçoit aujourd'hui que la certification devient un élément important dans le choix des entreprises et dans le choix des actifs pour suivre une formation, ce qui n'était pas le cas auparavant. On voit de plus en plus de gens qui, même si des certifications ne sont pas financées par le CPF, et il y en a beaucoup, parce qu'aujourd'hui on a vraiment une approche plus minimaliste des certifications éligibles par France Compétences pour des questions budgétaires, on a une demande importante en matière de certification. Donc, ça dépasse largement cette possibilité de financement par le CPF. Et bien sûr, les formats les plus recherchés, c'est qu'il y a besoin d'innovation aussi en matière de pédagogie. On a besoin de plus d'échanges entre pairs. On a besoin de mixer ces formats digitaux et présentiels. On a beaucoup de demandes sur tout ce qui est co-développement, sur tout ce qui est formation avec avec des dimensions un peu de gamification. Donc voilà, il y a besoin aussi, j'allais dire, d'embarquer nos participants dans des aventures qui font que ils vont vivre un peu autre chose que leur quotidien. Ils vont surtout se détacher d'une image un peu vieillotte de la formation j'allais dire post-scolaire. Et donc, il faut qu'on les embarque dans des formations qui leur permettent de se projeter et qui leur permettent de vivre autre chose que leur quotidien. Mmh mh. Quid du FNE dont le dispositif, du coup, arrive à terme à la fin du mois? Quel bilan peut-on faire de ce dispositif qui a été mis en place, au tout début de la crise? Que ça soit, pour les entreprises, les salariés, mais également pour, l'ensemble des organismes? Alors, le FNE, c'est un dispositif qui a été mis en place au moment de la crise Covid, avec au départ l'idée de financer à 100% les coûts pédagogiques pour les salariés qui étaient mis en chômage partiel. Ça a commencé comme ça. Après, le FNE, donc il y a eu une forte demande des entreprises pour utiliser ce FNE, qui était un dispositif qui était totalement pertinent pour répondre à ce besoin-là. Le FNE a perduré entre 2020 et fin 2021. Mais vous voyez, en très peu de temps, il y a eu 4 dispositifs différents en termes de critères d'éligibilité au FNE. Résultat, en fait, autant les premiers dispositifs de FNE ont connu un vrai succès, autant le troisième dispositif ou le quatrième, les entreprises n'y comprenant plus rien. Il y avait donc les fonds qui étaient dédiés au FNE dans les OPCO n'ont pas été consommés parce que les entreprises n'étaient plus, j'allais dire, quand un dispositif change tout le temps de modalité, il finit par devenir non visible. Et donc, les entreprises n'y ont plus ne sont plus adressées aux OPCO pour avoir du FNE. On s'est retrouvé avec j'allais dire, une sollicitation des OPCO en fin d'année 2021 parce qu'il restait encore des budgets. À date, ces budgets-là se sont progressivement, pour la plupart des OPCO, complètement terminés en début ou en mi-2022. Alors là, on a Acto qui a relancé une campagne de FNE entre septembre et novembre. Alors, vous voyez, il y a quelques mois pour en profiter. Donc, encore une fois, c'est beaucoup trop court pour faire passer des dispositifs de formation et pour que les entreprises prennent conscience des hypothèses et possibilités qu'elles peuvent avoir pour l'utiliser. À date, le FNE s'est réouvert en termes de critères
et on est toujours sur les mêmes critères que ceux qui étaient applicables en fin 2021, à savoir l'accompagnement de mutations en entreprise. Alors, il y a plusieurs critères, hein, d'entreprises en recomposition, des entreprises qui accompagnent des mutations liées aux transformations post-Covid. Donc, il y a plusieurs critères. À date, on n'a pas beaucoup de lisibilité sur ce qui va se passer. Quand on aura terminé ces derniers fonds, on sait que le budget 2023 prévoit en budget primitif une enveloppe de 300 millions, mais on n'a pas les critères. Donc, si je devais résumer sur ce FNE, le FNE est un dispositif qui est pertinent et je pense qu'il devrait être pérennisé pour les fameuses entreprises de 50 à 300 qui sont les plus fragiles, qui ont été les plus impactées par la loi Avenir Professionnel sur la suppression de la mutualisation, qui aujourd'hui sont des entreprises qui seraient susceptibles d'avoir beaucoup de besoins en termes de maintien et développement de compétences pour rester compétitives, qui ont peut-être le moins de moyens et qui ne sont absolument pas soutenues, ni en termes de financement, ni même en termes de crédit d'impôt ou d'autres dispositifs qui permettraient de soutenir leur effort en termes d'investissement. Et donc, pourquoi pas un FNE qui puisse en 2023 flécher ces aides sur ces entreprises de 50 à 300 ou sur des métiers en tension, quelles que soient les entreprises, par exemple pour accompagner les transitions digitales qui sont loin d'être terminées ou accompagner les transitions écologiques qui aujourd'hui est une principale préoccupation du gouvernement. On parle beaucoup de la grande démission, actuellement en France, même si le nombre de démissions est plus faible que la vague qui a eu lieu en outre-Atlantique. Il s'avère que la fidélisation des talents soit un enjeu majeur pour les entreprises en 2022. Est-ce que la formation professionnelle peut avoir un rôle dans ce besoin de fidélisation? Alors oui, on parle de grande démission en France, vous avez raison de le souligner, la grande démission, c'est un Mmh. phénomène, c'est une vague anglo-saxonne, enfin plutôt aux États-Unis. En France, on n'a pas de grande Mmh. démission, puisque la grande démission, c'est une sortie du monde du travail. Euh, et ce que l'on constate aux États-Unis, on ne le constate pas en France. Par contre, ce qu'on constate en France, alors je l'ai appelé peut-être avec un petit point d'ironie, mais j'ai appelé, c'est pas la grande démission, c'est la grande agitation chez nous. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de turnover, parce qu'on a de plus en plus de cadres qui restent très peu de temps sur des postes et qui restent moins de 2 ans et qui partent, parce qu'on a aussi du coup cette agitation a fait que on a du coup des taux de vacances qui est aussi une des conséquences en fait de la crise Covid, parce que la crise Covid, on n'en parle pas souvent de ça, mais a eu une conséquence en termes de baisse de la productivité des entreprises. C'est-à-dire qu'à date, chaque point de croissance, si c'en est tant est qu'il y ait encore de la croissance, mais chaque point de croissance est beaucoup plus gourmand en emploi que ne l'était avant 2019. Et ça explique cette espèce de tension sur le marché du travail, avec un besoin de recrutement pour finalement faire autant qu'on faisait avant, on a besoin de plus de gens. Donc ça, c'est une vraie problématique qui va se poser en termes de business model. Et puis, un taux de turnover qui est extrêmement important dans les entreprises avec une difficulté à fidéliser. Vous avez parfaitement raison de parler de fidélisation des salariés. On a aussi un taux de vacances qui est les postes qu'on n'arrive pas à recruter, qui est globalement passé avant la crise de 1,5 à 2,5. Donc vous voyez, il y a quand même un effet. On sait qu'on en a parlé sur certaines collectivités, je connais bien le sujet, on a des taux de vacances qui sont très importants, qui commencent à peser sur le fonctionnement des services publics. On a des entreprises qui aussi ont des taux de vacances qui sont extrêmement importants. Donc voilà, le sujet c'est ça. Donc du coup, ce sujet-là, il traduit une volonté, encore une fois, hein, on est sur des questionnements, je pense qu'on ne mesurera que longtemps après l'ensemble des impacts sociologiques de cette crise Covid qui a fait un peu voir les choses autrement à beaucoup de gens. On est sur des gros sujets de reconversion professionnelle aussi. Ça veut dire que ce côté des carrières un peu uniformes, on faisait un métier dans une entreprise, où on changeait assez peu, et tout ça, c'est des choses qui n'existent, qui ne vont plus exister. On sait qu'aujourd'hui, en 2000, en 2000, en 2021, on a 1 million de personnes qui auraient quitté leur emploi.
Un actif sur 3 pense à changer d'emploi contre 1 sur 4 avant. Donc, on voit l'accélération. C'est des chiffres qui ont été donnés par l'APEC. Un cadre sur 3 aurait entamé une reconversion professionnelle. Et 28% des actifs sont prêts à changer de secteur d'activité. Vous voyez quelques chiffres qui vous donnent un peu l'ampleur du sujet de la reconversion professionnelle. Donc, fidéliser les talents, c'est un enjeu qui est majeur pour les entreprises. Donc, on a à la fois cette grande agitation avec un besoin de reconversion, avec des métiers qui deviennent, avec des compétences métiers qui deviennent de plus en plus obsolètes rapidement, des fidélisations de talents qui sont compliquées et surtout des crises qui pèsent sur les entreprises avec les départs à la retraite. Et donc, un vrai risque pour les entreprises. La formation, et bien sûr, intervient à 3 niveaux. Le premier, c'est peut-être que ça devienne, et ça va devenir un package dans la rémunération, en disant on vous paye tant et on vous met tant en formation qui vont vous compléter votre rémunération. Parce que du coup, c'est un investissement qu'on fait. Et donc, ça fait comme, je rappelle que le capital humain n'appartient pas à l'entreprise, mais le capital humain est la propriété de l'actif. Tout investissement de l'entreprise, alors bien sûr, c'est à des fins intéressées pour elle, puisqu'elle va monter les compétences de ses collaborateurs, mais ça reste quand même la propriété de son collaborateur. Elle intervient donc sur ce package rémunération pour acquérir des talents. Elle accompagne elle accompagne la mise à jour des compétences. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'on voit que ces compétences métiers, elles sont de moins en moins stables. Quand vous recrutez un marketeur digital, par exemple, vous savez bien que si vous ne le formez pas très régulièrement, toutes les nouvelles innovations, ça bouge quand même très rapidement, les sujets de la data, etc. Il y a quand même de l'intelligence artificielle. On voit bien que tout ça n'existait pas il y a quelques années. Donc, si on veut accompagner les compétences, il faut les accompagner avec de la formation. Donc, ça, c'est le deuxième pan. Et le troisième pan, c'est accompagner des parcours professionnels. Donc, c'est-à-dire qu'au sein d'une entreprise, qu'est-ce qu'on peut faire mettre en place comme mobilité, comme évolution de carrière. Je pense particulièrement dans la grande distribution à des métiers qui sont un peu, en tout cas qui sont en voie en termes de volume de rétrécissement, par exemple comme des caissières qui doivent être reconverties pour devenir par exemple des commerciales ou des commerciaux ou des chefs de rayon, etc. Donc il y a un accompagnement des parcours professionnels. Et l'entreprise peut proposer, pour fidéliser les talents, pour fidéliser ses collaborateurs, d'accompagner ces parcours professionnels pour faire des mutations d'un métier à un autre dans la mesure où elle en a besoin. Donc voilà, effectivement, une formation, un sujet formation, un sujet développement compétences qui est complètement au cœur des sujets de l'entreprise et qui est en lien avec cette fameuse grande démission, qui n'est pas une grande démission, mais qui est cette fameuse grande agitation qui menace un peu, l'intégrité des capitales compétences des entreprises. Du coup, on restera sur ce terme plutôt grande agitation plus que grande démission, effectivement. Du coup, pour terminer, on voit que la formation professionnelle revient souvent dans les projets de réforme des gouvernements qui se sont succédés quand on suit l'actualité. En tant que vice-présidente de la Fédération de la formation professionnelle, est-ce que vous avez déjà été sondée sur une nouvelle réforme autour de la formation professionnelle? Par exemple sur le CPF dont on a vu trop souvent de fraude. Alors, oui, bien sûr. Alors, vous savez que la loi sur les fraudes CPF, elle est en cours de vote. Elle est passée à l'Assemblée nationale. Elle a été votée à l'unanimité. Aujourd'hui, elle est dans un processus de vote à l'Assemblée. Mmh. Donc, cette loi sur les fraudes CPF, elle est quasiment actée et votée. Donc, c'est juste... ça, c'est fait. Enfin, ça, c'est un dispositif qui est fait. C'est un dispositif non pas structurel, mais correctif par rapport à la loi CPF telle qu'elle a été passée. Alors, nous, ce qu'on souhaite, de manière générale, la profession, on souhaite vraiment une stabilité, les réglementaires. Enfin, quand vous regardez les quelques années qu'on vient de passer entre la loi 2015 qui a mis en place, qui a supprimé le DIF, qui a créé un CPF en heure, la loi 2019 qui a transformé le CPF en heure et qui a supprimé la mutualisation, etc. On a une instabilité qui est préjudiciable à l'installation de politiques de formation
à long terme et qui est préjudiciable à une pérennisation d'un vrai investissement pour les entreprises. Donc nous, on a besoin de stabilité. Effectivement, vous avez raison, les gouvernements ont toujours des sujets sur lesquels ils adorent légiférer. Ce sont les sujets fiscaux et les sujets de formation professionnelle. On a l'impression qu'on a toujours une espèce de mythe comme quoi il y a une manne incroyable en formation, ce qui est complètement faux. Aujourd'hui, il y a un trou énorme dans la raquette en termes de financement, puisqu'on voit que France Compétences, qui est en charge de financer le dispositif, est, est structurellement et lourdement déficitaire. Donc, c'est une des idées qui sont en train de voler en éclats. Il faut effectivement la stabilité. Et je reprends juste mon exemple de FNE. Vous voyez que ne serait-ce qu'avec un dispositif, j'allais dire ponctuel, dans le cadre du plan de relance qui a été le FNE, on voit bien qu'on est incapable en 2 ans de maintenir un dispositif stable pendant 2 ans. Enfin, c'est juste incroyable qu'on ne soit pas capable de dire aux entreprises, vous avez 2 ou 3 ans et avoir un peu de visibilité sur ces 2 ou 3 ans. Alors, c'est préjudiciable, bien sûr, en tant qu'entreprise de formation, parce que notre socle il est mouvant, mais c'est préjudiciable aussi pour les entreprises qui ne peuvent pas se projeter. Alors, en revanche, on aura très certainement une réforme, c'est sûr qu'on aura une réforme sur le financement du système, parce que le système n'est pas financé. Comme à date, on sait que France Compétences a généré des très lourds déficits, des déficits qui sont liés à la politique volontariste en matière d'apprentissage, mais aussi au succès, entre guillemets, du CPF. Encore une fois, le succès, il pouvait être attendu dans le sens où on a un CPF qui est utilisé à hauteur de 2,5 milliards. Il était au départ, j'ai pensé sur 1,5 milliard. On sait très bien que si tout le monde utilisait son CPF, on serait sur plus de 10 milliards. Donc, à un moment donné, il faut aussi pouvoir dire qu'on finance un dispositif qu'on met sur la table. Donc, je pense qu'on aura très certainement un sujet sur le CPF et des dispositifs de reste à charge pour les actifs sont à l'étude pour le CPF. Donc ça aussi, il faut le dire, ce n'est pas décidé, mais c'est une des hypothèses qui est aujourd'hui analysée. Et deuxièmement, il va falloir bien sûr qu'on finance ce système, puisque à date, les contributions des entreprises ne suffisent pas à financer la politique publique de l'emploi. Dans mes propos, vous entendez bien que, bien sûr, des politiques publiques de l'emploi n'ont pas forcément besoin d'être, en tout cas, pas forcément légitime qu'elles soient financées par les cotisations des entreprises. Donc, il faut probablement, dans une réforme du financement, distinguer ce qui relève du dispositif de formation et de la manière dont il est financé dans un écosystème entreprise, et de l'autre côté, des politiques publiques qui sont très certainement très pertinentes, mais qui nécessitent des financements qui ne sont pas forcément ceux qui viennent des cotisations des entreprises. Je rajouterais que ce système de financement actuel repose sur la masse salariale, qu'on sait qu'il y a 2 tendances majeures qui se dessinent. La première est la baisse du nombre de salariés, parce que vous savez qu'il y a un désengagement sur ce type de modalité de travail et qu'on a de plus en plus de gens qui sont en auto-entrepreneuriat, qui sont dans des formes qui ne sont pas forcément des formes de salariat. Donc, ça veut dire qu'ils vont échapper à l'assiette fiscale concernant la contribution formation. Et de l'autre côté, vous avez une pyramide des âges qui est ce qu'elle est et qui fait que le nombre d'actifs structurellement va baisser. Donc, même si à date, on connaît une embellie ponctuelle J'espère du que cet fait état des lieux et tour d'horizon sur la formation la baisse du professionnelle en chômage 2022 avec Claire qui Pascal permet de vous aura éclairé réalimenter à un ce peu sujet. France Si le Compétences podcast en vous matière plaît, de cotisation. On n'attendez sait que plus. structurellement, Donnez-lui le 5 étoiles dispositif sur n'est votre pas plateforme financé préférée et et donc partagez-le on à vos devrait collègues qui pourraient avoir également être une intéressés. réforme sur le financement du Merci à système. vous de nous Et avoir ça, c'est écoutés. à mon Et avis, je vous donne rendez-vous même très si vite on ne pour le un dit pas prochain trop épisode. aujourd'hui, c'est à mon avis une réforme qui est absolument inéluctable. Mmh. Eh bien, un grand merci à vous, Claire, pour cet échange très constructif. J'ai envie de dire longue vie à la formation et peut-être alors rendez-vous dans 2 ans pour réitérer cet échange et voir concrètement quelles sont les nouvelles tendances. Merci à vous et bien sûr, nous allons continuer à être vigilants sur ce dispositif et peut-être en rediscuter dans 2 Oui, ans pour voir comment tout ça a évolué, peut-être commenter avec vous la prochaine loi sur la formation professionnelle. Merci à e vous. exactement, ou peut-être même que ça attendra pas 2 ans. À très bientôt en tout cas. Merci à vous. Au revoir.